Entre le 7 et le 17 décembre 1974, l'administration coloniale a procédé en Guyane à l'arrestation de plusieurs dizaines de patriotes et à la déportation à Paris de 8 d'entre eux, au motif d'atteinte à la sûreté de l'État. En 1970-1973, de nombreuses revendications syndicales et politiques mettent dans les rues de Guyane, principalement à Cayenne, les travailleurs et la population. Les militants du FLNG et de la Jeune Garde grossissent les rangs des patriotes luttant dans le but d'en finir avec l'occupant colonial. Ils publient des journaux vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. La vente militante de la Jeune Garde dans les années 73-74, c'est que quand on vendait la Jeune Garde sur le marché, on en vendait, vraiment. Cauca a touché une large fraction des populations. Ça parlait dire que forcément, Mounian était adhéré en une démarche. Mais on était collé en nos peuples, en la réalité du vécu. Et c'est pour ça que le journal-là a une large audience. Parce qu'en fin de compte, nous avons dénoncé un certain nombre d'exactions que certaines classes étaient qu'à commettre, et souvent, le petit peuple a été victime de la justice coloniale. Le congrès de l'UTG, tenu fin septembre en 1971 à Saint-Laurent-du-Maroni, a opté, il est vrai, après de longs débats, pour le mot d'ordre d'indépendance nationale. Il y a des camarades salariés notamment, et principalement des camarades qui étaient syndiqués à l'UTG, qui étaient déjà sous sa position. Et à propos du congrès 1971, si tu permettez-moi d'ajouter, que le camarade Tiren Radamont, qui tout le monde te connaît, c'est un ouvrier, il jouait un rôle déterminant. Le mouvement guyanais de décolonisation Moguide opte dès 1973 pour l'intégration aux masses et cherche à s'implanter dans tout le pays. Ces méthodes de propagande sont à cette époque très efficaces. C'est un véritable parti indépendantiste. Le pouvoir était inquiet parce que, effectivement, nous effectuions à l'époque un travail conséquent au sein de la population. Vous savez, au départ, cela n'a pas été facile. Nous faisions du porte-à-porte, nous passions dans les quartiers avec un microphone et nous expliquions ce que nous voulions faire, etc. Au départ, c'était pas facile parce que les gens ne voulaient pas nous ouvrir leurs portes. Mais à force d'insister, et nous revoyant revenir assez souvent, ils ont commencé à faire leurs portes et à discuter. Et c'est de là, c'est à partir de ce moment que nous avons vraiment fait un travail conséquent dans le quartier. Nous faisions, le travail était tellement conséquent que, je vous dis, ces quartiers où nous allions, Bonhomme, Cité Césaire, Olisette, Anatole, etc., ces quartiers étaient des quartiers qui étaient tenus par le PSG à l'époque. Et les PSG commençaient à trembler. Ils se disaient, c'est un travail, nous allons perdre le quartier, etc. Mais nous, à l'époque, nous n'étions pas intéressés par
par les élections. Mouvement guyanais de décolonisation Moguide. Un premier mouvement d'importance qui était agi à visage découvert et puis qui arrivait à rallier une bonne partie de la jeunesse et peut-être même une bonne partie de la population guyanaise à sa mot d'ordre d'indépendance nationale. Le 10 septembre 1974, l'arrivée de Stirn, secrétaire d'État aux colonies, déclenche de nombreuses et hostiles manifestations. Le gouvernement français, à cette époque, est à l'origine d'une tentative d'invasion de notre pays par plus de 30 000 colons. Dans la matinée du 11 septembre 1974, la population veut à tout prix s'approcher des lieux de décision, préfecture et conseil général. Elle veut s'informer de ce qui se trame entre leurs élus et le représentant du gouvernement français. Elle sera repoussée sérieusement par les forces de sécurité. C'est alors que les organisations indépendantistes, Moguide, FLNG et Jeunes Gardes, mobilisent cette jeunesse qui va harceler partout dans Cayenne les forces de répression. Le cortège officiel préfectoral sera attaqué et la voiture ministérielle rendue inutilisable. Le pouvoir avait prévu des manifestations, mais jamais il n'avait pensé qu'elles prendraient une telle ampleur. Le 17 septembre 1974, le mouvement guyanais de décolonisation Moguide tient meeting à Cayenne dans la salle du foyer laïque. C'est un succès. Plus de 600 personnes viendront entendre le programme de ce parti, premier parti indépendantiste de Guyane. Le Moguide s'était présenté, il avait fait une grande réunion dans la salle du foyer laïque où il y avait un monde fou, d'ailleurs la salle était pleine, ça débordait de partout. Et c'est l'une des premières fois où on a parlé d'indépendance en public, à mon avis. Parce qu'avant, on parlait surtout d'autonomie, on parlait d'autre chose, et là, d'un seul coup, on a parlé d'indépendance. Et manifestement, le mot prenait, les gens en voulaient. Il tient ce jour-là à ouvrir avec toutes les organisations politiques les prémices d'un débat sur les voies de la décolonisation en Guyane. Au cours des mois de septembre, octobre et novembre, des manifestations toujours plus nombreuses mettent les colonialistes aux abois. Ceux-ci vont réagir dans l'urgence. Le 12 novembre 1974, alors que Roger Aron, Félix Mamlamfouk et Guigeot sont jugés pour graffiti, de sérieux incidents éclatent au tribunal de Cayenne. Le procès est alors renvoyé au 22 novembre. Le préfet de l'époque, Hervé Bourseiller, interdit ce jour-là toutes les manifestations. Peine perdue, près de 500 personnes se masseront aux abords du tribunal et une grève générale sera déclenchée. La vague des événements est si forte que la presse de Guyane, malgré des pressions qu'elle subit venant de la préfecture, rapporte les faits. Grève générale, réunion d'information de l'UTG interdite, maison d'arrêt, tribunal et hôtel de police attaqués. Grève des enseignants suivie à 80%, intervention récurrente des forces coloniales. Là où le pouvoir ne comprenait plus rien, c'était l'ampleur des manifestations de rue, la détermination des gens, et plus il y avait de manifestations, plus on retrouvait de gens qui participaient.
Et pour eux, ils étaient arrivés au stade de se dire que nous étions une organisation puissante, qui était capable de mettre le feu aux poudres à n'importe quel moment et de les mettre en défaut. Tout au long de ces événements, le pouvoir se retrouve avec deux forces importantes en face de lui. La première, le PSG, qui est autonomiste à cette époque-là, dirigé par Léopold Eder. Et puis, il y a les organisations indépendantistes, dont la principale est le Moghid. Et même s'il y a des divergences entre les autonomistes et les indépendantistes, pour le pouvoir, ils ne forment pratiquement qu'un. C'est une opposition guyanaise à un pouvoir colonial présent. Nous dit nous côté a dit nous. Si a dit nous, faut nous défendre, attendez. Et c'est à ce moment-là que l'on va décider, certainement à l'intérieur des bureaux de la préfecture, de faire quelque chose pour porter un coup d'arrêt à cette opposition continuelle, à ce qu'ils appelaient le désordre, à ce désordre politique qui dérange énormément les autorités françaises. Comme à l'accoutumée, dès lors qu'il est contesté, le pouvoir choisit les voies obscures de la répression. Le Moghid, le Parti socialiste guyanais, le FLNG et l'UTG sont visés. Le complot colonial prend alors forme. On fait courir le bruit que les indépendantistes préparent des enlèvements d'enfants de fonctionnaires de la police. Le directeur de la police, Salarès, pensait qu'on voulait lui enlever ses enfants pour le faire chanter et que tout cela avait un but politique. Alors je me suis toujours demandé si Salarès croyait à cette affaire ou s'il l'avait inventé pour justifier. D'après ce qu'on m'a dit, il y croyait. Et moi, je trouve ça assez étrange qu'un type qui est directeur de la police, qui donc a priori n'est pas forcément un imbécile, quand même, ait pu à l'époque penser à quelque chose comme ça. On dit aussi qu'il possède des armes et des explosifs et qu'il s'apprête même à commettre des attentats durant la nuit de Noël. Le juge d'instruction Claude Laguerre, à l'époque, interroge Guy Lamaze et lui dit ceci: vous étiez en train de projeter un attentat dans la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne le 24 décembre pendant la nuit de Noël et durant la messe. Et Lamaze lui répond: alors nous aurions tué nos parents et nos amis, car ce jour-là, ils sont tous à cette messe-là. En sa période, le mouvement indépendantiste n'a pas été organisé en ce sens-là. Et pour ça, que tout le monde dit, a été un complot. D'ailleurs, pas un élément palpable et fiable en ce sens-là. Il a créé un complot pour discréditer le mouvement indépendantiste qui existe dans le pays. Il s'agissait d'un véritable complot organisé par l'État colonialiste français pour saper notre mouvement qui, de plus en plus, prenait une ampleur populaire grandissante. On peut penser que le colonialiste a choisi d'arrêter Samounian parce que à Samounian il était craindre plus. Autrement dit, il a semblé que le mot d'ordre d'autonomie pas tellement effrayé colonialiste. Et de toutes les façons, moun qui était autonomiste, il n'est pas tellement actif, en tous les cas, il n'est pas autant actif qui c'est indépendantiste à l'occasion
des manifestations qui étaient faites en septembre, octobre, novembre, décembre 1974. J'ai été arrêté le 8 décembre, vers 10 heures, au lycée Félix Éboué, là où j'enseignais. Ce lycée était à l'époque là où est situé présentement le collège Nonon. Je voudrais rendre hommage au proviseur de ce lycée de l'époque, M. Léonceau, qui est un homme de très grand courage. Parce que les gendarmes sont venus m'arrêter et le proviseur, M. Léonceau, a interdit aux gendarmes de pénétrer dans le lycée. Il leur a dit, si vous voulez arrêter quelqu'un, vous l'arrêtez en dehors de mon établissement. Vous n'entrerez pas dans mon établissement. Moi, je les attendais paisiblement chez moi, puisqu'il ne s'agissait pas de fuir. L'arrestation de militants indépendantistes, de nationalistes guyanais, était pour nous un moyen de crier à la face du monde ce qui se passait, les exactions du colonialisme français en Guyane, et aussi faire connaître nos revendications quant à notre désir d'accéder à l'indépendance nationale. Sitôt les arrestations connues, l'Union des travailleurs guyanais appelle à des manifestations afin de dénoncer l'arbitraire, et cela sans ambiguïté. Le Parti socialiste guyanais, lui aussi, soutient les patriotes et demande leur libération. En France, principalement à Paris, les responsables de l'Union des étudiants guyanais, Antoine Karam, Eugénie Rézère, Alex Wemer, ameutent l'opinion publique par de nombreux meetings. La diaspora des Guyanais en France apporte son plein soutien aux prisonniers guyanais. À Paris, nous étions des étudiants guyanais très engagés, anticolonialistes. Dès que nous avons eu le maximum d'informations, nous avons tout de suite organisé des réunions extraordinaires avec les étudiants guyanais de la région parisienne, mais aussi avec une partie de la communauté guyanaise, c'est-à-dire la diaspora, travailleurs, membres d'associations. Notre objectif était de mobiliser l'ensemble des Guyanais, l'ensemble des Martiniquais, l'ensemble des Guadeloupéens, tous les anticolonialistes regroupés dans la région parisienne, pour faire connaître à la France la situation de la Guyane. Et nous avons atteint notre objectif. Grâce à l'action efficace des étudiants et de la communauté guyanaise en France, la presse internationale et française couvre assez bien l'événement. Ces jeunes compatriotes guyanais, ces militants, ces dirigeants guyanais arrêtés, déférés devant la Cour de sûreté de l'État, Cour d'exception, qui du reste sera abolie en 1981 par M. Robert Badinter, ça sera un des premiers gestes du gouvernement Mitterrand, profiteront de ce procès, ceux qui devaient devenir un procès, pour en faire une tribune, pour en vérité dénoncer les pratiques coloniales de la France en Guyane. Et l'objectif a été atteint, car l'arrestation des 8 camarades a, à mon avis, été décidée pour frapper large. Le pouvoir colonial était aux abois. Quand le mot guide est apparu comme structure, se réclamant de l'indépendance nationale, ils se sont rendus compte que, avec le mot guide, il y avait pas mal de gens qui faisaient le même travail. Et notamment, ce qui devait les inquiéter énormément, c'est qu'au Parti socialiste guyanais, la sous-section du Parti socialiste guyanais était une sous-section qui était un véritable appendice de nationalistes guyanais.
Et dans le choix, ils ont d'abord frappé des gens qui faisaient des journaux. Bat Félix, qui avait la Jeune Garde. Raymond Charlotte, qui sortait Kauka. Nous-mêmes, nous sortions Tam Tam Révolution. Le Homo Guide, il y avait Picaray, avec les textes essentiels. Et ça, c'était déjà la première chose, frapper tous ceux qui étaient capables de publier, de mobiliser par la voie de journal, par la voie de tract. En plus, il y avait maintenant le type des organisations. Les organisations qui devaient être brisées, il s'agissait du Moguide. Ils avaient arrêté 4 éléments du Moguide. Et il s'agissait de briser aussi les éléments de la sous-section du Parti socialiste guyanais. Et c'est ainsi qu'ils avaient arrêté 2 éléments du Parti socialiste guyanais. Durant ces années-là, la question nationale est âprement discutée et le peuple s'y intéresse, à tel point que le préfet de l'époque lance « Il faudrait le Parti communiste ici pour canaliser les revendications, sinon tout risque de chavirer ». La question débattue à l'époque n'était pas oui ou non pour l'indépendance, mais pourquoi et comment l'indépendance? Alors cette époque de 74, ça m'est resté comme une période très importante sur le plan politique ici en Guyane, tout simplement parce que c'est la période où l'idée d'indépendance a véritablement s'est véritablement fait une place. Auparavant, on ne parlait pas beaucoup d'indépendance, on ne parlait pas d'une manière politique, on évitait le mot, et en 74, d'un seul coup, c'est devenu une revendication tout à fait normale, tout à fait honnête, et qui avait pignon sur rue. Et tout de suite, le fait qu'elle ait été combattue par le colonialisme, par l'État français, prouve bien que c'était quelque chose d'important, de toute façon, et beaucoup plus important que tout ce qui s'est produit par la suite. Samedi 21 décembre, et il a dit nous, il a transféré nous à Paris. Là, il est venu pour prendre nous à la Jole, à la rue François Arago. Peuple Cayenne était debout devant la Jole. Pour que le drapeau était agité, était joué les gendarmes, était venu frapper pour exprimer mes mécontentements, il était venu frapper en l'air camion gendarme. Et la foule qui est parée pour suivre nous jusqu'à Rochambeau. Mais il est même été en disposition déjà. Il était mis barrage dans la route. Pour 30 personnes pas monter Rochambeau. Donc les gens se sont mobilisés autour de la préfecture, etc. Les élèves se sont mis en grève, etc. Il y a eu un très grand mouvement de solidarité. Donc une dizaine, une vingtaine, une trentaine de camarades se sont approchés de l'aéroport et nous avons clairement pu les voir lorsque nous étions dans l'avion. Nous avons vu notre drapeau qui flottait, tenu par certains camarades et qui nous faisait non pas un adieu, mais un au revoir. Regroupés en prisonniers politiques à la prison de la Santé, ils purent recevoir non seulement des soutiens actifs des étudiants guyanais, des étudiants parisiens, mais aussi de personnalités telles que François Mitterrand, à l'époque secrétaire général du Parti socialiste en France, qui est venu leur rendre visite à Paris, à la prison de la Santé, ainsi que Monseigneur Danielou, l'archevêque de Paris. Il faut savoir que Léopold Eder, sénateur de la Guyane, maire de la ville de Cayenne, de Paris, organisait avec nous un certain nombre de choses pour que nous puissions faire tout
pour sortir nos camarades de prison. Dans le contexte de l'époque, placés sous la pression de l'opinion et des soutiens de tous bords que reçoivent les prisonniers, les colonialistes français se trouvent dans l'obligation non pas de libérer les patriotes guyanais, mais de se libérer d'eux. Parti le 21 décembre 1974 par la force de l'occupant, les 8 prisonniers déportés, emmenés en France à la prison de la Santé au motif d'atteinte à la sûreté de l'État, reviennent dès janvier 1975 dans leur pays et ovationnés par leur peuple. Signaler que le pouvoir ne voulait pas que nous retournions tous ensemble. Il voulait nous faire revenir un par un ou par petits groupes, deux par deux, ou comme ça. Et nous avons été accueillis par notre peuple dans une liesse extraordinaire. Ça va me marquer toute ma vie, cette histoire-là. Ce retour, je ne dirais pas un retour triomphal, mais je dirais la reconnaissance de notre peuple envers ce que nous avions fait et qui montrait par là même qu'il ne croyait pas un mot à ce pouvoir colonial, qui avait compris qu'il s'agissait d'un complot, mais d'un complot venant du pouvoir colonial. Nous dit nous côté à dit nous. Si à dit nous, faut nous défendre, attendez. La dignité se gagne par la lutte, celle qui a commencé en Guyane il y a 4 siècles, dès l'invasion des forces coloniales, ne prendra fin qu'avec leur départ et l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Nous dit nous côté à dit nous. Si à dit nous, faut nous défendre, attendez.